téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Merci de prendre part à ce rendez-vous incontournable de l'actualité. Bonsoir à toutes et à tous. Cela dit, en prélude au sommet de transformation de l'éducation, un sondage décliné en plusieurs modules a été réalisé à l'intention des Youth Reporters du Niger en juin 2022. À l'instar des autres jeunes du monde, pour entendre leur voix sur les défis de l'école d'aujourd'hui et capter leurs aspirations sur l'école de demain, et pour discuter des résultats avec l'appui de l'UNICEF, une rencontre a été organisée ce samedi à African Development University. Le reportage. Cette session de restitution des discussions sur les résultats du sondage du sommet sur la transformation de l'éducation par Youth Reporter consiste en un panel interactif de présenter les résultats des sondages et d'engager le débat de présentiel non seulement avec les jeunes mais aussi avec les acteurs de l'éducation. Au Niger, sur les enfants handicapés en âge d'aller à l'école primaire, il y a 3,7% seulement qui sont à l'école. Il y a 96,3%, si je calcule bien, vous pouvez me corriger, qui sont hors école. Première information. Je connais presque tous les étudiants avec un handicap visuel qui ont le bac de tout ce pays. C'est-à-dire, on n'est tellement pas nombreux que je suis en mesure de dire il y a combien à peu près de personnes aveugles ou malvoyantes qui ont le bac cette année, d'une manière générale au Niger. Personnellement, je suis le premier avec un handicap visuel en 2016 à avoir fait son BTS d'État. Tu sais pourquoi? Non, parce que à chaque fois quand ils partent déposer leur dossier, on dit tu es une personne handicapée, il faut aller voir le ministre. Il prend une autorisation spéciale pour te permettre de faire le BTS. Comme si dans les textes de BTS, il est écrit quelque part que c'est réservé exclusivement à ceux qui n'ont pas le bac. Donc juste ces trois petites informations pour te répondre, pour dire qu'on est en crise d'une manière générale quand on parle d'éducation. Mais quand on parle de l'éducation des personnes handicapées, c'est l'acceptation même qui cause problème. La rencontre ne laisse pas les organisateurs sans voix face aux objectifs, les résultats du sondage et surtout les défis à relever. L'objectif principal de cette rencontre est de permettre à la jeunesse, par rapport au sondage qu'on a eu à mener, dont les e-reporters sont les moteurs du sondage en tant que tel, pour voir la réponse globale nationale de toute la jeunesse au fait, par rapport aux difficultés que rencontre l'éducation au Niger. Ce sondage il est basé sur plusieurs points, donc entre autres ce que vit la jeunesse par rapport à l'éducation, sur le facteur de nos frères au fait, qui sont en situation d'handicap, l'accessibilité au fait, à l'éducation, l'accessibilité à la sécurité au milieu scolaire, l'accessibilité à la nourriture, à l'eau potable, etc. etc. En fait. Ce qu'on peut retenir du sondage, au fait, c'est une vue globale du cri du cœur de la jeunesse en milieu scolaire. Comme le dit un dicton nigérien, quand on est pauvre, le savoir est une arme. Alors, je me dis qu'on est déjà, la jeunesse est déjà en train d'apporter un plus
sur les problèmes auxquels l'éducation nigérienne fait face. Vous vous rappelez très bien, avec l'avènement du Covid-19, le système éducatif était pratiquement arrêté à cause de la pandémie du Covid-19. C'est pourquoi, en tant que jeune, ma vision par rapport à l'éducation nationale, c'est de voir au fait dans quelle mesure le système éducatif s'adapte à l'évolution actuelle du monde, entre autres qui est le système informatique et de l'information. Je pense qu'on doit voir dans quelle mesure insérer l'informatique au cœur du système éducatif pour remédier à ce qu'on avait vécu en 2019. Pour les perspectives, on envisage beaucoup de choses. Par exemple, éviter les classes en paillotes. Parce que dans les sondages, on a remarqué que beaucoup de gens ont parlé de ça. Il y a aussi l'insécurité en milieu scolaire et aussi la violence de la jeune fille. Il y a aussi la différence qui est faite dans le milieu scolaire entre les handicapés et les personnes qui ne sont pas handicapées. Cette rencontre d'échange et d'information a permis sans nul doute aux participants d'être édifiés sur les grandes lignes des réponses des YouReporters du Niger au sondage sur la transformation de l'éducation afin de proposer des solutions pour mieux s'engager. La création d'un compte YouTube au Niger n'est pas du tout rentable, nous explique Jafar Anzali, directeur de Anzali Production, dans une interview qu'il nous a accordée. Suivez plutôt. Abinda zamani ke tafiya da shi tun asalin dama shi haraka réseaux sociaux tun daga Facebook. Les stars des réseaux sociaux ont réussi à devenir des célébrités du web en partant pratiquement de rien. Ce sont des individus qui sont parvenus à se construire une audience en créant du contenu destiné à introduire, à divertir, à assister ou à inspirer. La plupart d'entre eux sont parvenus à gagner de l'argent sur YouTube en créant des contenus, mais malheureusement, force est de constater en cette ère des réseaux sociaux où les créateurs des chaînes bénéficient des paiements grâce aux animations des chaînes qu'ils monétisent. Notre pays, le Niger, ne figure même pas parmi les pays qui en bénéficient des paiements avec YouTube. C'est ce qui explique d'ailleurs cette préférence pour peu de Nigériens à se converger vers les pays anglophones pour l'ouverture des comptes YouTube. À ce moment où certains s'enrichissent des œuvres nigériennes sur YouTube, les acteurs n'en bénéficient rien. Tant que cette situation n'est pas réglée, les Nigériens vont seulement enrichir les autres dans l'air à travers leur production. Je lance un appel à toutes les autorités compétentes d'avoir un regard sur le traitement de notre pays face à tous les avantages que perçoivent les pays anglophones dans l'utilisation de ces réseaux. La fistule obstétricale est une perforation entre le vagin et la vessie où le rectum provoque une fuite incontrôlée d'urine ou des matières fécales. Elle touche essentiellement les femmes après un accouchement difficile. Âgée de 25 ans, Aïchatou a été touchée par cette lésion dès ses 16 ans à Niamey. C'est le centre des fistules obstétricales qui traite cette maladie. Beaucoup de femmes ont élu domicile dans l'établissement. C'est un élément du studio Kalangu. Ina da shekara 15 na yi arme 16 na aiku. Ina kwana 3 ina nakuda. Ban samu zuwa ba. Daga ngima aka tura ni difa na aiku. Kuma ya kama matsala wannan yau misali. Daga difa kuma aka tura ni zandar. Daga zandar kuma na yau nan yame. Yanzu na samu aiki na yi sauki amma ban samu lafiya ba. Miji mu rabu da shi. Ya aure shi kanan ya sallame ni ya sake ni.
saboda ta ce ba ki da lahiya. Na ji ciwo sosai saboda ban da lahiya ya suka ni, ina da lahiya kana ina so na ban da lahiya ba so na ke. Vous savez, la fistule, c'est une nécrose. C'est une partie de la vessie qui est partie, qui est morte. Il faut savoir que ce pays, au Niger, là où on est, uniquement 53% de la population ont accès à un CSI. Donc 47% de la population n'ont accès à aucune structure de santé. Le gros problème, c'est à notre niveau, nous aussi. Est-ce que nous, on est compétents, on est disponible, c'est-à-dire que les agents de santé, est-ce que nous avons la compétence ou la vocation de s'occuper de nos malades? On consulte à peu près entre 15 et 20 patients par semaine. À peu près, on a tout cas confondu, on a autour de 75% de taux de guérison. Et il faut aussi que, quelque part, nous, les agents de santé ou bien le système de santé, apporte des preuves que nous sommes meilleurs que le système traditionnel. C'est bientôt la rentrée des classes en Ukraine, une rentrée qui se poussera sous bombardement russe. Certains enfants ont choisi de ne pas effectuer cette rentrée et préfèrent rester au bord des routes pour encourager leurs soldats. Suivez plutôt ce reportage de France 24. Pas d'école en présentiel dans cette région bombardée de l'Ukraine. Alors du haut de ses 10 ans, faux gilet pare-balles et kalachnikov en plastique, Maxime affiche sa solidarité avec les soldats. Quand les militaires me voient, ça les aide à avoir un meilleur moral. C'est dur pour eux cette guerre. En face, un autre groupe d'enfants. Ils ont établi un faux checkpoint, ces barrages qui sont désormais le quotidien des Ukrainiens. La mère de Maxime n'encourage pas, mais laisse faire. C'est triste ce jeu. Mais au moins, ils sont occupés et distraits. Ils entendent moins les bombes. Les tirs de missiles rythment désormais la vie des enfants ukrainiens. Nous sommes à Kharkiv, en plein centre-ville. Un adolescent de 13 ans est en état de choc. Les vitres de la chambre de ses parents ont été brisées cette nuit par le souffle. Visage perdu, il raconte la déflagration et la peur. Il ne devrait pas faire ça. On se vengera. On les fera souffrir, nous aussi. À Mykolaïv, plus au sud, les mêmes alertes aériennes. Dans cet hôpital pour enfants soignants et malades, restent au sous-sol. Cet enfant a reçu le 5 août de nombreux éclats dans la rue après un tir de missile. J'en ai assez d'avoir mal tout le temps. Toutes ces douleurs, elles m'empêchent de dormir. Surtout mes jambes, j'ai mal partout. C'est dur d'accepter tout ça. Seulement un tiers des enfants ukrainiens font leur rentrée en présentiel. Selon l'ONU, 1000 enfants ukrainiens ont été tués ou blessés depuis le début de l'invasion russe et 2500 écoles comme celle-ci ont été la cible de frappes. Selon les Russes, les Ukrainiens cacheraient dans ces écoles des soldats et du matériel militaire. Actualité internationale, toujours en Taïwan, un milliardaire décide d'injecter plus de 33 millions de dollars pour la formation de 3 millions de soldats pour pouvoir faire face en cas d'attaque chinoise. Pour plus de précision, suivez ce reportage de TV5 Monde. Le regard concentré sur la cible, le doigt sur la détente. Dans ce club de tir de Taipei, ils sont de plus en plus nombreux à s'initier au maniement des armes à feu et aux tactiques de guerre urbaine.
Tous ici veulent être capables de combattre aux côtés des militaires en cas d'attaque chinoise. Une initiative qui a inspiré une idée folle à ce milliardaire, premier fabricant de micropuces électroniques de Taïwan, qui a fait don de 33 millions d'euros pour former des combattants civils. En formant 3 millions de combattants pour la défense du territoire et 300 000 tireurs d'élite, et en développant d'autres projets similaires, nous pouvons aider mentalement et techniquement les jeunes Taïwanais à devenir une force puissante pour se défendre contre les communistes chinois et protéger Taïwan. Depuis la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, sur l'archipel, les tensions entre les deux pays sont au plus haut. Au début du mois d'août, la Chine a lancé des exercices militaires sans précédent et envoyé pendant plus d'une semaine des navires de guerre, des missiles et des avions de chasse dans les eaux et le ciel de Taïwan. Des intrusions auxquelles Taipei n'avait jamais répliqué. Jusqu'à ce jeudi, des soldats taïwanais ont abattu un drone civil chinois au large des îles Kinmen, proche des côtes chinoises. Une zone régulièrement survolée par Pékin ces 2 dernières semaines. Lors de sa dernière visite sur la ligne de front, la présidente de Taïwan avait appelé à la plus grande vigilance face aux provocations de la Chine. Après les récents exercices militaires, la Chine utilise toujours plus de tactiques de conflit de zones grises, comme l'intrusion de drones combinés aux moyens de guerre psychologique, pour continuer à mener des attaques civiles et des intimidations militaires contre Taïwan. Selon le ministère de la Défense taïwanais, Pékin aurait commis plus d'1 millier d'incursions dans la zone de défense aérienne de Taipei depuis le début de l'année, et 446 rien qu'au mois d'août dernier. Face à ce nouveau record, Taipei a annoncé l'augmentation de son budget militaire à 19,2 milliards d'euros. Place à présent à la revue de presse hebdomadaire. Cette semaine, Abdelkader Ibrahima a parcouru pour nous les journaux parus au cours de la semaine. Très bonne réception et à bientôt. Bonsoir à tous. Le Canard en furie, dans son numéro 292 du lundi 29 août 2022, écrit en grand titre « Vacances présidentielles d'Issoufou Mahamadou, le bicéphalisme au sommet de l'État prend une tournure tragique pour Bazoum Mohamed ». Le Canard en furie s'explique. Plus que jamais, les Nigériens ont la conviction que leur pays est dirigé par 2 hommes. L'un officiel, mais n'ayant pas le pouvoir de gouverner comme il prétend le vouloir, et l'autre officieux, mais détenant manifestement la réalité du pouvoir décisionnel. Et il n'en cache pas, car s'il n'a rien revendiqué par les mots, il parle très fort par les actes. Par 2 fois, depuis l'accession au pouvoir de Bazoum Mohamed, Issoufou Mahamadou s'offre des vacances présidentielles au même titre que son successeur. Et si l'année dernière, il l'a fait de façon presque concomitante avec le président en titre, cette année, il a attendu que celui-ci achève ses vacances pour prendre les siennes. Cela permet notamment à ses ouailles de ne pas trop se compromettre en choisissant son camp au détriment de Bazoum Mohamed. À Zender, puis Tesker pour Bazoum Mohamed, comme à Tawa, puis Ilela et Dandaji pour Issoufou Mahamadou, ce sont des vacances animées trop bruyantes et quelque peu dédiées à des consultations de toutes sortes. Le Canard en furie écrit plus loin, comme Issoufou Mahamadou, Bazoum Mohamed excelle dans l'attribution des marchés des milliards de gré à gré et la corruption, les adeptes de détournement des deniers publics ont certainement de beaux jours devant eux. Rien n'a véritablement changé d'Issoufou à Bazoum. Au contraire, selon les échos en provenance de Tawa, l'ancien président aurait fait affréter un avion qui a effectué 2 vols pour les personnalités de marque et les proches collaborateurs, parmi lesquels l'on note des profils surprenants. Chez lui, l'ancien président aura notamment l'opportunité de discuter avec ses proches sur la conduite à tenir face à Bazoum Mohamed qui cherche à s'émanciper de son mentor et à trouver sa propre voie. Les préparatifs du prochain congrès du PNDS Tareya seront particulièrement au centre des discussions. Pressenti pour remplacer Bazoum Mohamed à
la tête du parti, qu'Allah Hankoro sera de la partie. Cependant, on doute fort que ce soit le cas avec Hassoumi Mamadou qui connaît d'ores et déjà la position et le choix d'Issoufou. Il prétendra sans doute une mission qu'il fera le plaisir de créer pour être absent du territoire national, le temps que l'ancien président finisse ses conclaves qui pourraient bien précipiter les deux anciens challengers à se donner la main. Selon certains analystes, Bazoum Mohamed et Hassoumi Massoudou sont en effet les deux grands perdants de ce qui profile à l'horizon. Pour l'hebdomadaire nigérien d'information générale, l'éclosion met entre guillemets tout celui qui trahit Issoufou finira mal. Et si Issoufou Mamadou tentait de briguer un autre mandat présidentiel? Cet hebdomadaire affiche une caricature montrant Bazoum et Issoufou Mamadou échanger. Par ces caricatures, on voit Issoufou Mamadou dire à Bazoum: Bazoum, tu entends, non? N'oublie jamais que j'étais prêté mon fauteuil. Tu fais juste du kamamini. Et juste à côté du président Issoufou Mamadou, un griot criant haut et fort: tout celui qui trahit Issoufou finira mal. Et la réponse de Bazoum Mohamed: je sais, et tu n'as pas besoin de me le rappeler tout le temps, mais laisse-moi gouverner s'il te plaît. Juste après la caricature, l'éclosion écrit: l'ancien président de la République Issoufou Mamadou a entamé samedi 27 août 2022 une visite de 3 jours dans son village natal d'Andaji, commune urbaine d'Ilela, région de Tawa. Comme toujours, depuis qu'il a été élu président de la République en 2011, c'est un accueil grandiose qui a été réservé au père spirituel de la Renaissance. Une file indienne à perte de vue a salué l'ancien président à sa descente d'avion avant qu'un cortège digne d'un chef d'État en exercice l'accompagne en traversant la ville de Tawa. Le monde fou réuni à l'aéroport et dans la ville pour cet accueil trahit les moyens déployés par le comité d'organisation pour réussir l'événement annoncé des jours plus tôt. Des scènes de cris de joie, Sekaï, autrement dit, tu feras. Allusion faite à son retour au pouvoir laisse transparaître une réelle volonté de Issoufou Mamadou de reconquérir la présidence de la République dans un proche avenir. Beaucoup n'hésitent plus à le soupçonner d'être déjà en campagne électorale. L'éclosion écrit un peu plus loin: tout celui qui connaît bien le président Issoufou sait qu'il est prêt à tout quand il s'agit de défendre ses intérêts et ceux de son entourage qui forment aujourd'hui un clan autour de lui. Ils l'adulent parce qu'ils savent qu'avec Issoufou, ils ne répondront jamais de leurs actes, même les plus ignobles, devant la justice. Ils sont tout autant convaincus que leur guide n'acceptera jamais que le PNDS Tareya perde le pouvoir, même si le Niger devrait prolonger dans une catastrophe irréversible. L'on se rappelle tout ce que le régime de la Renaissance avait fait pour s'offrir un second mandat en 2016. La même chose et pire pour assurer la succession avec le tout désigné héritier Bazoum Mohamed. L'on a encore en mémoire la médiatisation à outrance des vacances d'Issoufou Mamadou en tant qu'ancien président l'année dernière à la même période. Toutes les critiques venues du Niger et de la diaspora n'ont pas empêché à l'homme et ses partisans de récidiver, ce qui laisse penser qu'un objectif important se cache derrière cette communication de grande ampleur. Pour le courrier écrit en grand titre, enquête sur le limogeage du directeur général adjoint de la société WAPCO. Les milliards de la magouille, exclame le courrier. Le courrier écrit plus loin: depuis le limogeage du directeur général adjoint du projet WAPCO, des Nigériens s'interrogent sur les raisons qui auraient motivé cette décision qui, pour le moins qu'on le puisse dire, viole le statut de la société adoptée récemment à Paris. Le nouveau statut de WAPCO stipule que le directeur général adjoint ne peut être remplacé que sur résolution du conseil d'administration. Mais étant donné que depuis quelque temps, le favoritisme, le délit d'initié et la mise à sac des deniers publics sont devenus des pratiques courantes au Niger et le projet WAPCO ne pourrait échapper à ces mauvaises pratiques.
Selon des sources crédibles, ce sont à ces pratiques de mauvaise gouvernance qu'Isaka Alhaji Ado aurait tenté de s'opposer. Du reste, selon une enquête, tout serait parti de l'attribution d'un marché de 1,3 milliard de francs CFA pour la communication autour de l'importance du projet dans la zone que traversera la construction du pipeline. Le courrier écrit un peu plus loin, la société WAPCO Niger West African Oil Pipeline Company est une société de droit nigérien qui a pour mission de construire, d'exploiter, d'entretenir et de gérer le pipeline Niger-Bénin. Elle permet l'exploitation du pétrole brut du Niger à partir de Koulélé, situé dans la région de Difa, vers le terminal du port de Sémé au Bénin. Le pipeline est tracé sur environ 1950 km de long, dont au moins 1275 km sur le territoire nigérien, avec un coût global de 2,3 milliards de dollars américains. WAPCO est donc une importante influence positive sur le développement économique du Niger. Sur la liste, presque de toutes les sociétés désignées ont un lien, l'appartenance à la même famille politique. En tout cas, c'est ce que fait remarquer la liste de ces sociétés désignées pour la réalisation de certains travaux dans le cadre du projet de construction du pipeline Niger-Bénin. Avec le favoritisme dans l'octroi des marchés, la réalisation du projet risque de connaître le même sort que le chemin de fer de Bolloré, écrit le courrier. Pour sa part, l'hebdomadaire nigérien d'information générale, Le Républicain, dans son numéro 440 du 1er septembre 2022, écrit en grand titre « Des crimes domaniaux à élucider ». Un peu plus loin, le Républicain développe « Issoufou Mamadou a tout tenté et réussi, diront certains, au point de se croire invincible. Il a tout à fait, tout ou presque, malheureusement souvent, pas toujours dans le bon sens. Il a cru, misant sans doute sur une puissance qu'il se serait donnée, qu'il pouvait tout se permettre avec les Nigériens pour agir comme bon lui semble, sans jamais rendre compte aux Nigériens. On sait que l'homme, pendant ses 10 ans de règne, jalonné d'injustice, dira l'autre, s'éloignant de ses discours pour gérer, n'a fait que le mal. En tout cas, plus que le mal pour s'affirmer comme dirigeant, combien d'hommes plus que de mal pour s'affirmer comme dirigeant. Combien d'hommes et de femmes, combien d'enfants, du fait de ces rancunes, avaient été envoyés en prison, trouvant du plaisir à inventer par le système qu'il mettait en place des accusations fallacieuses pour emprisonner, souvent sans manière, d'honnêtes citoyens quand les voleurs de la République circulent intouchables, s'interroge le Républicain. Le Républicain écrit encore un peu plus loin, les Nigériens n'oublieront jamais le dirigeant qu'il a été, un homme qui peut différemment traiter les régions du pays dans sa gestion, privilégiant plus la sienne pour laquelle il pouvait donner de moyens et lui consentir plus d'investissements, ainsi qu'on l'a vu lors de la fête tournante où pour le tour de Tawa, le budget alloué n'a jamais été accordé à aucune région, sans que rien ne puisse le justifier, si ce n'est de dire que le président de l'époque vient de cette région. Dans le domaine de l'hydraulique et des infrastructures routières, l'essentiel des investissements consentis revenait à la région choyée. C'est à croire que l'homme venait au pouvoir pour gouverner pour les siens au lieu que ça soit pour le Niger, pour la nation, structure politique fondée sur la justice, mais que lui peut regarder dans ses différences. Le Républicain a encore écrit « Les Nigériens étaient abasourdis quand, usant de bulldozers, ils voient des gens venir démolir le vieux et solide bâtiment de l'OPVN en face de la mairie centrale pour faire cette structure nationale d'importance capitale et stratégique, un SDF. Mais on le fit pour deux raisons. D'une part, l'OPVN doit louer et donc lui imposer des charges nouvelles qui n'étaient pas nécessaires, et d'autre part, enrichir les siens dont il occupera les immeubles. Suivez mon regard. Comment ne pas s'en offusquer quand sur l'espace ainsi saccagé, démoli, l'on ne trouve
qu'une ruine ne pouvant voir aucun signe de reconstruction. Et à quelle fin, s'interroge le républicain, un tel acte n'est pas une forme de trahison? S'interroge également le républicain. Pour le monde d'aujourd'hui, écrit en grand titre, le combat politique d'Issoufou Mamadou, une porte ouverte à des profonds bouleversements. Le monde d'aujourd'hui développe dans ce même numéro, on le sentait venir, tant les actes qu'il pose tendent à s'aimer la confusion au sommet de l'État. Issoufou Mamadou a été si présent dans la conduite des affaires de l'État qu'il est impossible de savoir où se situe le pôle des grandes décisions. Avec Bazoum Mohamed à la tête de l'État, ils forment une sorte de tandem anachronique. Deux hommes pour une seule et même place, ironise un acteur politique qui a requis l'anonymat. Avec les vacances annuelles qu'il a tenues à prendre au cours de la même période que le chef de l'État, exactement comme l'année dernière, Issoufou Mamadou donne à tous ceux qui s'interrogent sur la nature du régime la mesure des forces en présence. Le Monde d'aujourd'hui écrit encore: l'annonce de Zakari Oumarou est un gros coup de pavé dans la mare. Elle intervient à un moment où le PNDS Tareya se trouve à la croisée des chemins, avec toutes les intentions qu'on lui prête, et pour la présidence de Tareya et pour la magistrature suprême du pays. Issoufou Mamadou ne saurait être plus clair que ce que Zakari Oumarou a publié. Compte-t-il reprendre les rênes du PNDS Tareya qu'il a cédé à Bazoum Mohamed, s'interroge le Monde d'aujourd'hui. Ou bien va-t-il se contenter, comme beaucoup de gens le pensent, œuvrer à faire monter quelqu'un de son choix sur le fauteuil rose, s'interroge également le Monde d'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, ce retour annoncé d'Issoufou Mamadou sur le terrain politique sème le trouble dans le rang du PNDS Tareya. Les perspectives du prochain congrès qui désignera le successeur de Bazoum Mohamed à la tête du parti augure des chaudes empoignades. On sait déjà, par colonne d'un confrère, que Issoufou Mamadou a déjà porté son choix sur Kalla Hankourou, un des vieux dinosaures du parti. Et selon des sources politiques crédibles, Kalla ne servirait que de piédestal à Sani Issoufou dit Abba, le fils de l'ancien président. Décidé à reprendre les choses en main, autrement dit à mettre les pendules à l'heure, l'ancien président paraît si sûr de lui. À la tête de l'État, il a brisé les reins de ceux qui sont aventurés à lui disputer le leadership. Hassoumi Mansourdou en sait quelque chose. L'accession de Bazoum Mohamed à la tête de l'État n'a rien changé. Et pour sa part, le Canard déchaîné dans son numéro 898 du 1er septembre 2022 écrit en grand: pourquoi Issoufou Mamadou dérange-t-il les opposants, s'interroge le Canard déchaîné. Par rapport à ce titre, le Canard déchaîné écrit: l'ancien président de la République, président de la fondation qui porte son nom, porte-flambeau de la zone libre-échange continentale et de la Grande Muraille Verte, médiateur de la CEDEAO et membre influent de plusieurs panels internationaux portant sur diverses thématiques, Issoufou Mamadou est en visite de travail dans la région de Tawa. Mais au-delà de ce séjour routinier qui s'inscrit dans le cadre des activités de la fondation qu'il dirige, c'est l'accueil grandiose réservé à ce grand homme qui fait la une de l'actualité. Le Canard déchaîné écrit encore: les opposants qui avaient déjà mis dans le placard d'histoire viennent de comprendre qu'Issoufou Mamadou dispose toujours d'une grande capacité de mobilisation des militants du parti, ce qui constitue une bonne chose pour le PNDS Tareya et une bonne nouvelle pour cette formation politique dans la perspective des échéances 2026. Le Canard déchaîné écrit également: si au niveau du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, l'accueil grandiose réservé à Issoufou Mamadou n'a étonné personne, il n'en est pas de même chose du côté du milieu des proches de l'opposition. Ces derniers constatent avec effroi que malgré toutes les campagnes de dénigrement et d'intoxication, Issoufou Mamadou reste une force politique au PNDS Tareya. L'homme qui, grâce à sa capacité de mobilisation exceptionnelle, peut assurer au parti une victoire aux élections malgré les adversités entretenues par l'opposition politique.
Le Canard déchaîné écrit encore un peu plus loin, visiblement, les milieux proches de l'opposition, dont les insulteurs politiques sont montés au dernier jour au créneau, auraient voulu qu'Issoufou Mamadou soit absent sur la scène politique nigérienne et que le champ soit libre pour leur leader afin d'espérer des lendemains meilleurs. Ils ont probablement oublié que le charisme et la popularité sont des qualités qui ne s'achètent pas. Quand on les a, c'est pour toute la vie. Issoufou Mamadou vient d'en faire la démonstration la plus éloquente. Et enfin, le quotidien nigérien d'information, l'enquêteur, dans son numéro 2820 du vendredi 2 septembre 2022, écrit en grand titre « Le PNDS Tareya miné par les tensions ». L'enquêteur s'explique, l'unité à toute épreuve dont se taguent les tenants du pouvoir est-elle à bout de souffle, s'interroge l'enquêteur. Le destin du PNDS Tareya se joue entre la posture monarchique d'Issoufou Mamadou et le désir d'affranchissement de Bazoum Mohamed. L'apogée précède le déclin. C'est dans l'ordre des choses, écrit l'enquêteur. L'enquêteur écrit un peu plus loin, depuis l'élection de Bazoum Mohamed à la magistrature suprême, certains observateurs entrevoient les démons de la division rôder autour du parti au pouvoir. C'est un secret de polichinelle. Le Premier ministre n'est pas le choix de Bazoum Mohamed. Ce dernier n'a eu d'autre alternative que de s'accommoder d'Oumoudou Mamadou à lui, imposé par Issoufou Mamadou. À cette cohabitation pour le moins difficile s'ajoutent les guerres de positionnement entre les seconds couteaux dans la perspective du congrès du parti prévu se tenir en décembre prochain. Un peu plus loin encore, l'enquêteur écrit l'apogée et déclin. Pour nombre d'analystes, l'allumette qui mettra le feu autour de PNDS Tareya sera craquée par Issoufou Mamadou en personne. L'État garde toujours le pied à l'étrier du pouvoir et il ne manque aucune occasion de le rappeler à Bazoum Mohamed. Les récentes vacances bling-bling d'Issoufou Mamadou à Tawa n'ont pour seul but que de montrer au monde entier qu'il détient encore et toujours les rênes de l'État nigérien. L'enquêteur écrit encore, l'unité à toute épreuve dont se taguent les tenants du pouvoir est-elle à bout de souffle, s'interroge toujours l'enquêteur. La goutte d'eau qui fera déborder la vase est-elle proche, s'interroge également l'enquêteur. C'est fort possible. Autant Issoufou Mamadou se complaît dans sa posture monarchique, autant un fort désir d'affranchissement gagne Bazoum Mohamed de jour en jour. Comme tant d'autres partis politiques, aussi bien au Niger que dans le reste du monde, le PNDS Tareya ne peut échapper aux dissensions fatales qui mènent très souvent à l'implosion. Après l'apogée vient inéluctablement le déclin. C'est dans l'ordre normal des choses. Mesdames et messieurs, ici prend fin cette revue de presse sur la télévision Tambra. Bonne lecture à tous et à la semaine prochaine. Téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.